voici mon histoire, la vérité nue et incroyable de mon existence. Il y a 20 ans, j'ai conduit mon fils à sa dernière demeure. Durant 2 décennies, chaque dimanche, j'ai veillé sur sa tombe. Son numéro de téléphone est demeuré dans mon répertoire, une trace spectrale que je ne parvenais pas à effacer. Le supprimer, c'était l'assassiner une seconde fois. Le mois dernier, à 2h47 du matin, mon téléphone a vibré. Son prénom, Léo, s'est affiché sur l'écran lumineux. J'ai décroché. Une voix a murmuré, « Papa, où suis-je » C'était lui. Mon fils, que je croyais mort, m'appelait, désorienté, angoissé, cherchant un sens à son chaos. Le souffle m'a manqué, les mots se sont étranglés dans ma gorge. 20 ans auparavant, j'avais confié mon fils à la terre, à l'ombre d'un chêne majestueux, au cimetière de Valvert. Son nom était gravé dans la pierre froide, Léo Martin, 12 avril 1986, 3 novembre 2005. 19 ans. L'office funèbre avait duré 40 minutes, une éternité de silence et de douleur contenue. 30 personnes, tout au plus. Sa mère, Monique, était là, à mes côtés, mais son regard fuyait le cercueil. Elle fixait le sol avec une intensité désespérée, comme pour y chercher un abri. Sa sœur la soutenait, car ses jambes menaçaient de la trahir. Les amis de mon fils étaient venus, des adolescents aux yeux rougis par les larmes, empruntés et maladroits, ne sachant comment combler le vide par des mots. Ils murmuraient des condoléances et fuyaient mon regard. 1 an plus tard, leurs appels s'étaient espacés. 2 ans plus tard, son nom avait disparu de leur conversation. C'est la loi de la vie, la mort n'est qu'une parenthèse pour les autres. Ils avancent. Il le faut bien. Mais moi, j'en étais incapable. L'accident s'était produit un vendredi soir. Il rentrait de son petit boulot. Un poids lourd avait ignoré un feu rouge, le percutant de plein fouet. La violence du choc l'avait tué instantanément. C'est la version que les gendarmes m'avaient servie. Aucune souffrance. Juste le néant. J'avais reçu le rappel à 23h43. L'heure est gravée dans ma mémoire. Je regardais le journal du soir, et mon regard s'était posé sur l'horloge au moment où la sonnerie avait retenti. Un gendarme m'avait informé d'un accident et m'avait demandé de me rendre d'urgence à l'hôpital régional de Beauvais. J'avais su. Un père presse ces choses-là. J'avais roulé à tombeau ouvert, indifférent au danger. En arrivant, une infirmière m'a isolé dans une petite pièce. C'est là que ma certitude est devenue un fait. Ces pièces sont réservées aux annonces funestes. On m'a permis de le voir. Son visage était étrangement serein, épargné. Il avait l'air de dormir. J'ai posé ma main sur la sienne, elle était encore tiède. Une part de moi s'attendait à ce qu'il ouvre les yeux. J'ai attendu de longues heures, guettant un souffle qui n'est jamais venu. Lorsque Monique est arrivée, elle a poussé un hurlement, un cri de bête blessée qui a fait accourir la sécurité. Puis elle s'est effondrée. Il a fallu lui injecter un calmant. Elle n'a pas pu faire l'identification, ni s'occuper des formalités. Je me suis occupé de tout, seul. Le choix du cercueil, de l'emplacement. La rédaction de l'avis de décès. Le choix des fleurs. J'ai agi comme un automate, flottant dans un brouillard de chagrin. L'enterrement fut plus terrible encore que l'hôpital. Là-bas, je pouvais encore douter, espérer une erreur. Mais au cimetière, la réalité était brutale. J'ai entendu le grincement des sangles, le bruit mat du cercueil touchant le fond de la fosse. Les gens lançaient des fleurs. Monique a jeté une dernière lettre. Moi, rien. Je suis resté là, à regarder. Quand tout le monde est parti, je suis resté. J'ai regardé les fossoyeurs combler le trou, pelleté après pelleté. Je devais voir jusqu'au bout. Je devais être sûr qu'il était bien là. C'est seulement lorsque la terre fut tassée que je me suis résolu à partir. 20 ans durant, je suis revenu chaque dimanche. Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. J'apportais des fleurs et je lui parlais. Je lui confiais mes peines, mes joies, tout ce que je ne pouvais partager avec personne. Monique a cessé de venir au bout d'1 an. C'était trop douloureux, disait-elle. Elle voulait reconstruire sa vie. Nous avons divorcé 3 ans plus tard. Notre chagrin commun nous avait séparés.
Elle s'est remariée, a eu un autre enfant. Elle a tourné la page. Pas moi. Sa chambre est restée intacte, un sanctuaire figé dans le temps. Ses vêtements dans l'armoire, ses livres sur les étagères. Et son numéro de téléphone dans mon portable. Je réglais l'abonnement tous les mois, pour une ligne qui n'existait plus. 30 € par mois pour maintenir un lien illusoire. Mon entourage me conseillait de voir un psychologue, de faire mon deuil. Je les ignorais. On ne fait jamais le deuil d'un enfant. On apprend à vivre avec le vide, à contourner l'abîme. On continue à travailler, à payer ses factures. On fait semblant d'aller bien. Mais chaque anniversaire, chaque fête ravivait la douleur. Jusqu'à ce fameux mois dernier, lorsque son nom s'est affiché sur mon téléphone à 2h47. Le 14 septembre, la sonnerie stridente m'a arraché à mes cauchemars. J'ai attrapé mon téléphone. Léo. Et sa photo, celle de ses 18 ans, où il souriait à la vie. Mon cœur s'est emballé. Mes mains tremblaient au point de ne plus pouvoir tenir l'appareil. C'était impossible. La ligne était inactive depuis près de 20 ans. J'avais tenté de l'appeler un nombre incalculable de fois, pour n'entendre qu'un message automatique. Et voilà qu'il m'appelait. À la 6e sonnerie, j'ai trouvé la force d'appuyer sur la touche verte. J'ai collé le téléphone à mon oreille. Un silence, puis le son d'une respiration. Une présence à l'autre bout du fil. Ma gorge était si serrée que j'étais incapable de parler. Puis la voix. Papa. Un seul mot, faible, perdu, terrifié. La voix de mon fils. Je la reconnaîtrais entre mille. C'était bien lui. Pas un souvenir, pas un enregistrement. Lui, en chair et en os, ou du moins en voix. Des larmes ont inondé mes yeux. Papa, tu es là? A-t-il insisté, la voix tremblante. J'ai puisé au fond de moi la force de répondre. Léo, ai-je soufflé. Un silence. Oui, c'est moi. Où suis-je? Sa question était absurde. Comment ça? D'où est-ce que tu appelles? Sa respiration est devenue haletante. Je ne sais pas. Je ne sais rien. Rien n'est logique. Papa, il se passe quelque chose de grave. Je me suis levé, j'ai allumé la lumière. Mon fils était mort et enterré. C'était un fait. Léo, que se passe-t-il? Où as-tu été pendant tout ce temps? Un sanglot a secoué sa voix. Je ne sais pas. Je me souviens de l'accident, du camion. Je me souviens d'être mort. Je l'ai senti, papa. Et puis, je me suis réveillé, et tout était différent. Mon apparence a changé. Je suis dans un lieu inconnu. Les gens m'ignorent, ils me traversent. J'ai trouvé un téléphone. Ton numéro est le seul que je connaissais. Mes genoux ont cédé. Je me suis effondré sur le lit. Il se souvenait d'être mort. Tu n'es pas blessé? Quelle question idiote. Non. Mais j'ai peur. Je ne comprends rien. Viens me chercher, je t'en supplie. Sa voix était redevenue celle d'un enfant effrayé. Dis-moi où tu es. Je viens tout de suite. Je n'ai pas d'adresse. C'est un immeuble, il fait sombre. Il y a des appartements. Je vais chercher une adresse. J'ai perçu des bruits de pas, une porte qui grince. Et puis, plus rien. La communication était coupée. J'ai rappelé. Le message automatique. J'ai insisté, 15 fois. Mon fils décédé venait de m'appeler à l'aide, avant de s'évanouir dans la nature. À 6h30, je me suis rendu au cimetière. Je devais voir sa tombe. Elle était là, immuable. La stèle grise, les fleurs que j'avais apportées 3 jours plus tôt. La terre n'avait pas été remuée. J'ai touché l'herbe humide. Léo, es-tu vraiment là? Question insensée. Mais alors, qui était au téléphone? Le journal d'appel de mon portable confirmait la réalité de la conversation. Léo. 2h47. 9 minutes et 43 secondes. J'ai fait une capture d'écran. Puis j'ai attendu. 3 jours interminables.
Le 4e jour, à 3h15, nouvelle sonnerie. Son nom. J'ai répondu instantanément. Léo. Papa, j'ai trouvé une adresse. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai noté ce qu'il me dictait. 4247, rue des Tilleuls, gîte numéro 8, Pont-l'Évêque, Normandie. C'était à plus de 600 km. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Je n'en sais rien. Je ne sais pas comment je suis arrivé là. Mais, papa, il y a un vrai problème. Aujourd'hui, je suis sorti et les gens passaient à travers moi. Une femme m'a littéralement traversé. Je crois que je suis un fantôme. Tu n'es pas un fantôme. Les fantômes n'ont pas de téléphone. Mais alors, qui suis-je? Dans le miroir, je vois un homme plus âgé. Un visage qui me ressemble, mais ce n'est pas moi. Je suis épuisé. Viens me chercher, s'il te plaît. J'arrive. Ne bouge pas. Je serai là dans 8 heures. D'accord. Je vais essayer. Papa, j'ai peur. Ces mots m'ont transpercé. Je sais. Moi aussi. Mais j'arrive. C'est promis. La ligne a de nouveau coupé. Avant de prendre la route, j'ai appelé l'opérateur téléphonique. J'ai demandé à vérifier les activités sur la ligne de mon fils. Après une longue attente, une superviseure m'a répondu d'un ton professoral. Monsieur, cette ligne est désactivée depuis 19 ans. Il est impossible que vous ayez reçu un appel. Le deuil peut parfois jouer des tours. J'ai raccroché, furieux. J'ai pris d'autres captures d'écran, comme pour me convaincre de ma propre santé mentale. Puis je suis monté dans ma vieille Renault 4 et j'ai foncé sur l'autoroute. J'ai roulé d'une traite, ne m'arrêtant que pour faire le plein. J'ai avalé un café et un croissant dans un relais routier sans même en sentir le goût. Mon esprit était en ébullition. Que allais-je découvrir? L'adresse m'a conduit devant un vieil immeuble en briques rouges. L'endroit était à l'abandon. Les fenêtres du rez-de-chaussée étaient condamnées. Un panneau annonçait sa démolition prochaine. Mon cœur s'est serré. Comment Léo pouvait-il être là? J'ai trouvé une porte défoncée sur le côté et j'ai pénétré dans les ténèbres. Une odeur de moisi et de décomposition m'a saisi à la gorge. À la lueur de mon téléphone, j'ai exploré le couloir jonché de détritus. J'ai monté les étages. Au 3e, j'ai trouvé le gîte numéro 8. La porte était intacte, le numéro en laiton semblait neuf. J'ai tourné la poignée. Pas de serrure. Je suis entré. Et le monde a basculé. L'appartement était en parfait état. Les murs peints en bleu ciel, la moquette impeccable. Une odeur de propreté et de café flottait dans l'air. Le salon était meublé avec goût. Au mur, des photos. Nos photos de famille. Celles que j'avais à la maison. Comment était-ce possible? Sur un autre mur, des photos de Léo plus âgé, dans la vingtaine, la trentaine. Des photos qui n'auraient jamais dû exister. Une photo de remise de diplôme, une autre avec des amis que je ne connaissais pas. Une autre encore, devant cet immeuble, où il paraissait avoir 35 ans, bien vivant. Dans la cuisine, une tasse de café encore tiède. Le frigo était plein. Sur la porte, un mot, de l'écriture de Léo. Papa, si tu lis ça, je ne comprends plus rien. Je me suis réveillé ici il y a 3 semaines. J'ai une carte d'identité au nom de Marc Durand, 38 ans. J'ai un travail, une vie, dont je n'ai aucun souvenir. Ce n'est pas ma vie. Je me souviens d'être Léo. Je me souviens de toi, de maman. Je me souviens de l'accident, de la mort. Et puis, le réveil, ici, dans la peau d'un autre. 20 ans ont passé sans que je m'en rende compte. Je crois que je devrais être mort. Aide-moi, s'il te plaît. J'ai relu le mot plusieurs fois. Dans la chambre, sur une table, un portefeuille. Dedans, une carte d'identité. La photo était celle d'un Léo vieilli. Même regard, même nez, même cicatrice. Mais le nom était Marc Durand. Né le 12 avril 1986. La date de naissance de Léo. L'adresse était celle de l'appartement. Mon fils, que j'avais enterré,
vivait ici sous une fausse identité. J'ai trouvé des dossiers médicaux. Marc Durand, admis à l'hôpital régional de Beauvais le 3 novembre 2005. Le même soir. Accident de voiture, traumatisme crânien, coma, amnésie. Devenu un patient non identifié. Personne n'était venu pour lui. Les services sociaux lui avaient créé une nouvelle identité, Marc Durand. Il avait dû tout réapprendre, tout reconstruire. J'ai trouvé la carte d'un docteur Valérie Moreau, neurologue. J'ai appelé. Je lui ai tout raconté. Elle était d'abord dubitative. Vous insinuez que nous aurions commis une erreur d'identification? C'est impossible. Vous étiez là. J'étais anéanti par le chagrin. Et ce patient non identifié? Vous n'avez jamais su qui il était. Mon insistance l'a ébranlé. Laissez-moi jusqu'à demain. Je vais consulter les archives. Mais ne vous faites pas de faux espoirs. Elle m'a rappelé le lendemain matin, la voix changée. Venez à l'hôpital. Il faut que vous voyiez ça. Dans son bureau, elle a étalé des dossiers sur la table. Le 3 novembre 2005, nous avons admis 2 victimes d'accident de la route, au même endroit. Le patient est arrivé à 23h52. Il est décédé à minuit 17. Vous l'avez identifié comme étant votre fils. Le patient B est arrivé à 23h58. Il a survécu, mais a perdu la mémoire. Il est devenu Marc Durand. Elle m'a montré 2 photos. Le patient B à l'hôpital, le visage abîmé. Et la photo de la carte d'identité de Marc Durand. C'était Léo. Sans l'ombre d'un doute. Le problème, c'est que le rapport de gendarmerie ne fait état que d'un seul accident. Un camion, une voiture. 2 victimes. Or, nous avons soigné 2 personnes aux blessures quasi identiques. Vous êtes en train de me dire que vous avez enterré la mauvaise personne? Ai-je articulé avec difficulté. Elle a blêmi. Je dis qu'une confusion a pu avoir lieu. Je dis que l'homme qui a survécu a le même groupe sanguin, le même âge et des traits similaires à ceux de votre fils. Elle m'a donné l'adresse de son lieu de travail. Manufacture de Pont-l'Évêque, il fait l'équipe de nuit. Et un kit de test ADN. Si vous obtenez un échantillon, nous serons fixés en 48 heures. Le soir même, j'étais devant l'usine. À 22h52, une vieille Citroën 2CV grise est arrivée. Un homme en est descendu. Sa silhouette, sa façon de marcher. C'était Léo. Quand il est passé sous la lumière, j'ai vu son visage. Plus vieux, marqué par la vie, mais c'était bien lui. Je me suis mis à pleurer, seul dans ma voiture. J'ai attendu la pause de 2h15. Il est sorti, s'est isolé. Je me suis approché. Il m'a regardé, l'air intrigué, puis une lueur de familiarité dans ses yeux. On se connaît? Sa voix était plus rauque, mais c'était la sienne. Vous me rappelez quelqu'un, ai-je réussi à dire. C'est curieux, vous aussi, vous me dites quelque chose. Je me suis approché et j'ai vu la cicatrice. Comment vous appelez-vous? Marc Durand. John, ai-je menti? Il me dévisageait. Je fais des rêves étranges. D'une autre vie. Et je vois un homme, plus âgé, qui me regarde avec tristesse. Je crois que c'est mon père. Il vous ressemble? Oui. C'est votre portrait craché. Qui êtes-vous? J'ai perdu mon fils, il y a longtemps. J'ai fait mine de partir. Attendez. Comment s'appelait-il? Je me suis retourné. J'ai regardé mon fils dans les yeux. Léo. Il s'appelait Léo. Il a vacillé. Impossible. Comment le savez-vous? Dans mes rêves, on m'appelle Léo. Il m'a montré une note sur son téléphone. Je suis Léo, répété à l'infini. J'ai sorti le kit ADN. Je crois que tu es mon fils. Il a accepté, comme résigné. J'ai fait le prélèvement. 48 heures, ai-je dit. Avant de le quitter, il a ajouté, même si c'est vrai, je ne me souviens de rien. Je ne sais pas si je pourrai redevenir Léo. 2 jours plus tard, le docteur Moreau a appelé. J'attendais dans l'appartement de Léo. Monsieur Dubois.
C'est positif. Marc Durand est votre fils. Léo est en vie. J'ai appelé Marcus. Le test est positif. Tu es Léo. Mon fils. Le silence, puis ses sanglots. Nous nous sommes donné rendez-vous dans un bistrot du coin. Deux inconnus liés par le sang. Je ne sais pas quoi dire, a-t-il commencé. Je t'ai enterré, ai-je dit. J'ai pleuré sur ta tombe pendant que tu vivais une autre vie. Que allons-nous faire? A-t-il demandé. On va apprendre à se connaître. Un jour après l'autre. Il a posé sa main sur la table. Je l'ai saisie. La main de mon fils, enfin retrouvée. Les 3 mois suivants, nous nous sommes vus toutes les semaines. Il a visité sa chambre d'adolescent, comme un étranger visitant un musée. J'ai fait les démarches pour faire exhumer le corps. C'était celui d'un jeune de 19 ans, Lucas Bernard, sans famille. Je lui ai offert une sépulture à son nom. Les appels mystérieux ont cessé. Le fil qui nous avait réunis s'était tu. Je n'ai pas retrouvé le garçon que j'avais perdu, mais l'homme qu'il était devenu. Et devant nous, il y avait l'avenir. Une seconde chance inespérée.